Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler des lanceurs d'alerte. Donc, ce matin, on vous parle de gens qui sécurisent l'information. Et moi, je suis le pire ennemi, peut-être, ce matin, des gens qui sécurisent cette information-là, finalement, parce que je vais vous parler des gens qui la font fuiter, quels que soient les systèmes de sécurité qu'on met en place. Je vais me présenter pour commencer. Donc, je suis maître de conférences associée à l'Université de Franche-Comté, à mi-temps. Et à mi-temps, j'enseigne à l'école 2089, qui est une école de communication digitale à Besançon. Par ailleurs, je suis également commandant réserviste citoyen. Et je remercie aujourd'hui donc la présence du colonel Pierre Pétet et de l'adjudant-chef Éric Mététal qui sont dans la salle et qui ont assisté aux conférences. Si vous avez des questions à leur poser sur les métiers de l'armée, ils peuvent vous renseigner. Alors, mon domaine d'expertise, pour ma part, c'est la collecte, le traitement et la diffusion d'informations. Donc, je suis journaliste de formation et au fil des années, je me suis intéressée à ce qui se passait sur Internet et à cet outil-là. Enfin, dès le début, en fait. Ces compétences-là m'ont permis, au fil des années également, d'entrer en contact avec des hackers, parce que pour le coup, j'ai fait des reportages auprès d'eux, et aussi avec les lanceurs d'alerte. Et je me suis demandé, concernant les lanceurs d'alerte, ce qui poussait ces femmes et ces hommes à partager des informations, parce que c'est ce qu'ils font, des informations qui sont normalement tenues secrètes, car ils considèrent qu'elles n'ont pas à l'être, ces informations. Et ils considèrent qu'elles n'ont pas à l'être, pourquoi? Pour le bien-être des citoyens et de la population. Et c'est le fruit de cette réflexion qui aujourd'hui m'amène devant vous pour vous parler de ces hommes et de ces femmes. Je vais essayer de le faire sur un format assez court, parce que je pense que vous, vos estomacs lancent des alertes et que vous êtes tous affamés. Ou vous allez commencer par l'être. Alors, qu'est-ce qu'un lanceur d'alerte? Alors, un lanceur d'alerte, il s'agit généralement d'une personne ou d'un groupe qui estime avoir découvert des éléments qu'il considère comme menaçants pour l'homme, la société, l'économie ou l'environnement, et qui, de manière désintéressée, décide de porter donc à la connaissance d'instances officielles, d'associations ou de médias, ces informations, parfois même contre l'avis de sa hiérarchie. Alors, on va en profiter pour s'amuser un peu. Je vais vous présenter quelques profils de lanceurs d'alerte, hommes, femmes, et je vais vous demander à chaque fois de jouer le jeu en me disant, en levant le doigt, si vous le connaissez. Alors, est-ce que vous connaissez Julian Assange? Ok, ça me permet d'aller un peu plus vite. Alors, ceux qui connaissent expliquent à ceux qui ne connaissent pas. Non, je vais vous expliquer qui il est pour ceux qui ne connaissent pas, mais je vais passer à peine plus vite parce que visiblement, vous le connaissez. Donc, c'est un informaticien cybermilitant, fondateur et porte-parole de Wikileaks, et il est actuellement sous mandat international. Il est enfermé dans l'ambassade d'Équateur à Londres. Il ne peut pas quitter l'établissement. Voilà, donc c'est tout. L'ambassade d'Équateur à Londres, c'est pas très grand. Il est dans une toute petite pièce depuis 2012, me semble-t-il, et il ne peut pas quitter cet établissement parce qu'il est sous mandat international. S'il quitte l'établissement, alors il peut aller sur le balcon pour s'exprimer, parce que le balcon, ça reste dans l'ambassade. Mais s'il quitte l'établissement, il peut être, alors pour différentes raisons, envoyé vers Stockholm, et après envoyé de retour aux États-Unis pour pouvoir être jugé pour l'affaire Wikileaks et pour avoir diffusé des informations militaires avec Chelsea Manning. Donc pour l'instant, il est enfermé dans l'ambassade. Est-ce que vous connaissez à présent, alors Bradley Manning, qui maintenant s'appelle Chelsea Manning? Il avait pour particularité d'être un homme et de s'être transformé en fait d'être une femme aujourd'hui. Alors, qui connaît Bradley Manning ou Chelsea Manning? Donc là, vous êtes beaucoup moins nombreux, et vous êtes beaucoup plus nombreux par ici d'ailleurs que par derrière. Et alors, Bradley Manning, c'est l'ancienne analyste militaire qui avait permis à Wikileaks de révéler des exactions de l'armée américaine en Irak. Et voilà maintenant de 7 ans qu'il et elle, c'est la même personne, voilà, est détenue aux États-Unis. Et une décision de Barack Obama a permis de commuer sa peine. Il va être libéré là le 17 mai 2017. Est-ce que vous connaissez à présent Edward Snowden? Ouais.
devez être plus nombreux parce qu'il y a un film qui est sorti, on en parle, ça c'est une bonne chose. Donc Edward Snowden, vous le connaissez, il a obtenu le 31 juillet 2013 l'asile temporaire en Russie. Et c'est un ancien employé de la CIA et consultant à la NSA, qui a rendu public, par l'intermédiaire de journalistes et de journaux, un certain nombre d'informations et qui a travaillé sur les révélations des programmes de surveillance de masse de la NSA. Alors aujourd'hui, il communique sur son compte Twitter, d'où il ne suit qu'un seul compte. Alors ça c'est assez amusant parce qu'il ne suit que quel compte selon vous? Je ne vous écoute pas, non. Comment? Le compte de? Ouais, le compte de la NSA. Donc on peut être exilé, emprisonné, reclus, et finalement conserver un certain sens de l'humour, et ça, c'est plutôt bon signe. Il faut savoir également que Julian Assange, je vous ai mis les comptes Twitter, des personnes, des gens dont je vous parle. Julian Assange a repris la main sur son compte Twitter privé, également, donc vous pouvez le suivre, voilà, et vous avez sur les slides les comptes Twitter à chaque fois des personnes concernées. Je vous ai même mis les comptes Twitter des personnes dont je vais vous parler qui sont aujourd'hui décédées, pour de nombreuses raisons, parce que ça vous permettra d'aller voir ce qui se passe et quels étaient aussi leurs derniers messages. Alors pour ceux qui se sont suicidés, il est clair que ça peut être intéressant d'avoir des retours d'infos, parce que souvent, pour tous les comptes en tout cas que j'ai étudiés, on n'avait pas des comptes où on exprimait un mal-être. Mais en même temps, c'est pas toujours une chose que l'on fait que d'exprimer un mal-être sur Twitter quand on va pas bien. Alors ensuite, Barnaby Jack. Est-ce que vous connaissez Barnaby Jack? Qui connaît Barnaby Jack plutôt? Ok, alors là on n'en a plus que 2, 3, là ils sont perdus devant, d'accord? Alors Barnaby Jack, très très intéressant, Barnaby Jack est décédé des suites d'une overdose. Alors il avait une vingtaine, je crois, de types de drogue dans le sang, donc il a mis le paquet. Il a été retrouvé quelques jours avant une présentation sur le piratage de pacemakers et de défibrillateurs. Et pourquoi? Parce que Barnaby Jack, donc lui, a mené des études sur les pacemakers de certains fabricants vulnérables à des attaques sans fil, on en parlait aussi tout à l'heure, via lesquelles un ordinateur portable à une dizaine de mètres peut délivrer des chocs électriques mortels de 830 volts. Alors Barnaby Jack, il est notamment connu pour sa présentation lors de la conférence de sécurité informatique Black Hat en 2010, au cours de laquelle il a piraté également 2 distributeurs automatiques de billets sans débiter les comptes clients. Voilà. Et quelques jours avant sa présentation sur le piratage des pacemakers et défibrillateurs, information très intéressante, il a été retrouvé mort des suites d'une overdose. Ensuite, on a Ilya. Alors, je n'essaierai pas de dire son nom de famille parce que c'est très compliqué, je vais m'y perdre. Et qui connaît Ilya? Personne. Alors, Ilya est retrouvé mort, donc lui, pour son destin dans sa maison de San Francisco en 2011, le 12 novembre. L'autopsie a conclu à un suicide. Ilya, peut-être que vous connaissez Diaspora. Diaspora, vous connaissez, c'est le fondateur de Diaspora, avec 3 amis à lui, des amis étudiants, et ils ont fondé Diaspora. Donc pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas, le projet a été annoncé sur le site Kickstarter en 2010, et avec pour but la décentralisation des données et le respect de la vie privée. Ensuite, on va parler de Malala. Alors Malala, c'est une jeune fille pour laquelle j'ai une affection très particulière. Qui connaît Malala? Ah, super. Donc Malala, c'est une militante pakistanaise. Elle a commencé très tôt à militer, je crois qu'elle avait 10-11 ans. Et en fait, elle contactait aux 4 coins de la planète. Elle a fait un blog et elle contactait les gens, les universitaires aux 4 coins de la planète. Parce qu'elle voulait qu'on se mobilise, parce qu'on ne peut pas, dans la province dans laquelle elle habite, lorsqu'on a une fille, aller à l'école. Les talibans qui n'étaient pas d'accord sur ce point de vue lui ont tiré dessus quasiment bout portant devant l'école, et elle a eu de graves soucis au niveau du cerveau. Ensuite, elle a été opérée en Angleterre. Et aujourd'hui, donc à l'âge de 17 ans, donc en 2014, elle a obtenu le prix Nobel de la paix, ce qui fait d'elle la plus jeune lauréate de l'histoire de ce prix. Voilà. Aujourd'hui, elle continue à militer pour la scolarisation, évidemment, des filles. Et elle est toujours sous menace des talibans. Alors, il est clair que le fait d'être sous le feu des projecteurs, le fait de parler d'elle, permet aussi de la protéger. On ne l'oublie pas et ça la protège.
Richard Stallman, qui connaît Richard Stallman? Non, mais il faut que tout le monde lève la main, parce que là, voilà. Bon, c'est super, c'est bien. Donc Richard Stallman, c'est le père du logiciel libre, vous le savez, vous le connaissez tous, ou presque. Il s'élève évidemment contre Windows, contre tout le monde, contre les logiciels privateurs de liberté. C'est quelqu'un qu'il faut vraiment suivre. Si vous ne le connaissez pas, allez voir qui il est. Comme ça, il a une petite tête de gourou et tout. Mais en fait, c'est un garçon équilibré et qui est le père du logiciel libre. Voilà, donc il s'attaque à Windows, à Apple, il fait des conférences dans le monde entier, il vide ses conférences et parfois il joue de la musique à la fin des conférences et il passe le chapeau pour pouvoir continuer à exister, à vivre et à porter cette parole. Ensuite, Ina Shevchenko. Alors, Ina Shevchenko, qui connaît Ina? Alors, Ina, elle a étudié de 2008 à 2012 le journalisme à l'université de Kiev. Elle a été diplômée avec les honneurs. En décembre 2011, elle participe avec des activistes à un mouvement, donc dans le cadre d'un mouvement, à une manifestation à Minsk, en Biélorussie, devant le siège du KGB, pour faire libérer des prisonniers politiques. Elles ont été enlevées, elles ont été torturées. On va passer les détails de ce qui leur est arrivé. Et ensuite, on les a laissées dans la forêt, pour presque mortes. Ensuite, elle s'est réfugiée donc en France. Aujourd'hui, elle est la porte-parole du mouvement Les Femmes. Voilà. Donc ça crée débat, on pourrait en parler assez longtemps, mais voilà. Et lorsqu'elle a pris la parole, je crois que c'était à Stockholm, je vérifie l'info, oui, en 2015, elle faisait une conférence sur la liberté d'expression, non, à Copenhague, pardon. Et elle a été interrompue par des tirs d'armes automatiques qui ont provoqué la mort d'un participant. Ensuite, je vais vous parler de Raphaël Allais. Alors, qui connaît Raphaël Allais? Personne. Ben, ça tombe bien, il vous a laissé un message. Raphaël Allais, c'est l'affaire LuxLeaks. LuxLeaks, donc Raphaël, c'est l'un des 2 lanceurs d'alerte poursuivis pour avoir divulgué un gigantesque système de fraude fiscale mis en place par des multinationales avec la complicité de l'administration luxembourgeoise. Aujourd'hui, il est dans une situation assez difficile, comme les autres d'ailleurs. Voilà, et son procès est en cours. Stéphanie Gibault, qui connaît Stéphanie Gibault? Ouais. Alors, Stéphanie Gibault, elle vit aujourd'hui des revenus de ses conférences et de ses livres. C'est une spécialiste des relations publiques et du marketing événementiel. Elle était en poste chez UBS, Union des banques suisses, et elle a dénoncé les pratiques d'évasion fiscale et le blanchiment de fraude fiscale en bande organisée. Aujourd'hui, elle est en procès, enfin, ça fait 5 ans qu'elle a bien des difficultés à avoir une activité professionnelle sereine. Elle écrit des ouvrages. Alors pour en revenir à Raphaël Allais, parce que je pense que pour parler des lanceurs d'alerte, rien de mieux qu'un lanceur d'alerte, je vais vous proposer tout de suite de regarder 1 minute 30 du début du reportage d'Envoyé spécial qui concernait justement Raphaël Allais et l'affaire LuxLeaks. Ensuite, on regardera le message que vous a adressé Raphaël Allais. Alors vous verrez, hein, il est dans son expression libre. Quand ils ont choisi de m'envoyer un message pour s'exprimer devant vous, moi je ne contrôle rien. Hein. Voilà. C'est à eux, ils laissent un message pour l'amphi ou pour la conférence, je les laisse faire. Alors ici, on va regarder donc les 1 minute 30 qui concerne Raphaël dans Envoyé spécial. Les premiers qui disent la vérité se verront-ils condamnés? Verdict aujourd'hui pour les 3 lanceurs d'alerte de l'affaire LuxLeaks. Ils ont fait fuiter des documents sur ces ententes entre le Luxembourg et les multinationales pour leur faire payer moins d'impôts. Le parquet réclame 18 mois de prison contre Antoine Deltour et Raphaël Allais, 2 anciens employés d'un cabinet d'audit, et une amende contre le journaliste Édouard Perrin. La justice du Grand-Duché doit se prononcer à 15h. Cet homme est au cœur d'un des plus gros scandales financiers que l'Europe a connu. Des milliards d'euros qui échappent aux caisses des États, dont la France. Il s'appelle Raphaël Allais.
Avec un autre Français, Antoine Deltour, il est poursuivi par le Luxembourg pour avoir livré à un journaliste des documents ultra confidentiels. Sans ces documents, l'affaire LuxLeaks n'aurait jamais éclaté. Ces révélations ont permis de mettre fin à des pratiques d'évasion fiscale organisées au profit de multinationales au cœur même de l'Union européenne. Pour cela, les deux Français encourent pourtant de la prison ferme. Ce jour-là, ils vont connaître le jugement. Je ne suis pas neutre dans cette histoire. Je travaille avec Édouard P. Donc voilà pour ce début de reportage consacré à Raphaël Aleb. Il faut savoir que dans cette affaire, LuxLeaks, on a également un journaliste qui était mis en cause et que c'est un Beaucourtois. Enfin, c'est un franc-comtois qui est originaire de Beaucourt, dans la région, Perrin, et c'est un journaliste d'investigation vraiment très intéressant, qui fait vraiment très bien son travail. Ensuite, on va écouter le message que Raphaël vous a adressé. Bonjour Sandrine, bonjour à toutes et à tous. Je ne peux malheureusement être présent parmi vous pour cette conférence. Aussi, j'espère que cette vidéo et surtout cette conférence vous donneront un peu plus d'espoir et de courage pour changer notre monde, notre société, ne serait-ce qu'un tout petit peu. J'ai choisi la forêt comme celle qui est derrière moi pour vous envoyer ce message. C'est parce que je pense qu'un lanceur d'alerte est un peu l'arbre qui cache la forêt. Mon histoire me l'a prouvé, je ne suis pas seul, je ne suis pas un simple citoyen, mais quelqu'un qui a choisi malheureusement d'être un peu dans la lumière, de dénoncer un scandale, parce que d'autres ne pouvaient pas le faire. C'est-à-dire vous, par exemple, les personnes qui sont autour de moi. Je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi sur le fait qu'il faut dire stop à ce monde, à cette société, à cette élite qui nous gangrène. L'actualité, malheureusement, ces derniers jours l'a prouvé. Et mon parcours ces dernières années avec mon histoire, avec mon affaire LuxLeaks, me l'a prouvé aussi. Nous ne sommes pas seuls. Nous avons les mêmes valeurs, nous sommes la majorité. Les mêmes valeurs, ce sont la solidarité, le devoir, la justice pour tous, l'égalité, la liberté. Et si j'ai choisi de prendre des risques pour dénoncer l'évasion fiscale qui est menée par et au Luxembourg, c'est pas pour moi, c'est pour vous, c'est pour nos enfants, nos petits-enfants, car le combat sera long sur plusieurs générations, il ne faut pas se leurrer. LuxLeaks, ça prouve que 80 milliards d'euros ne rentrent pas dans les caisses de l'État de notre pays chaque année en France. 1000 milliards pour l'Europe. 80 milliards d'euros, je le disais, pour la France, c'est l'équivalent du budget de l'éducation nationale. C'est colossal. C'est 2200 euros par seconde. Et pour que le pays vive, il faut bien compenser. C'est vous, c'est moi, qui payons toujours plus d'impôts et de taxes pour compenser ce que les riches ne payent pas. C'est un combat que je ne peux pas mener seul, je n'ai pas cette prétention. C'est pour cela que cette conférence est importante. Cela permet d'éveiller les consciences, cela permet d'être plus fort, car vous connaissez le proverbe, l'union fait la force. Concrètement, vous pouvez agir pour me soutenir, par exemple sur elpraf.com, sur notre site internet, vous avez différentes manières, mais vous pouvez aussi agir, soit pour moi, soit pour d'autres lanceurs d'alerte, pour d'autres scandales qui vous touchent, plus personnellement, en éveillant les consciences. Éveiller les consciences, comme la mienne l'a été en mai 2012, en regardant Cache Investigation à la télévision, c'est très simple. Il suffit, en sortant de cette conférence, dans les jours qui viennent, parler à vos amis, à votre famille, des vrais sujets de fond, et non pas de ce que les médias nous parlent. Les vrais sujets de fond, c'est l'évasion fiscale, comme je le disais, c'est des scandales alimentaires, d'environnement, de santé, comme Irène Frachon avec le Mediator. Et quand on parle de sujets de fond, on donne de l'information, on donne le choix un peu plus éclairé pour voter, par exemple pour l'élection qui s'annonce pour nous dans notre pays bientôt. Surtout on informe. C'est beaucoup plus important que de regarder des imbécilités à la télé comme Cyril Hanouna sur D8 par exemple. Et c'est surtout donner une vraie information de fond que les politiques, que les dirigeants ne veulent pas, car ils ne souhaitent pas que nous soyons informés de manière objective, de manière réaliste. Et votre conscience, quelque part, vous l'avez déjà éveillée, vous avez déjà progressé en venant à cette conférence, grâce à Sandrine, merci à elle. Et j'ai aussi envie de vous dire merci à vous, parce que vous êtes formidables. Merci. Alors, Cyril Hanouna, enfin, on peut regarder Cyril Hanouna et
s'informer en même temps, un peu, voilà. Non, ouais, vous n'avez pas l'air d'accord, vous semblez d'accord avec lui. Bon, voilà pour le témoignage de Raphaël. Vous avez entendu les montants dont il parlait, hein. Vous avez entendu à quel point ce gars-là permet de faire des économies aux contribuables, hein, à chacun d'entre vous, à vos parents, et voilà. Donc c'est des gens qui ont un rôle, pour le coup, utile, me semble-t-il. Ensuite, on va écouter Stéphanie Gibaud. Et on aura presque terminé. Bonjour, je m'appelle Stéphanie Gibaud et j'ai dénoncé en 2008 les opérations illicites en matière d'évasion fiscale et de blanchiment de capitaux de mon employeur de l'époque, la banque UBS, l'ancienne Union des banques suisses. J'aime beaucoup ce titre. Un pour tous, tous pour un, parce qu'effectivement, depuis 2013-2014, nous avons essayé de fédérer, tant bien que mal, les lanceurs d'alerte en France et à l'international pour parler d'une seule voix, parce que vous voyez bien qu'il ne s'agit pas uniquement de parler de médicaments qui tuent au lieu de soigner, d'évasion fiscale en monde organisé. Il s'agit quand même de parler uniquement de la corruption galopante d'un petit nombre qui joue entre soi et qui a pris tout le monde en otage, qui a pris les économies de nos pays, mais qui a pris toute la classe moyenne en otage. Donc face à cette corruption galopante, même si nous sommes tous différents, que nous pouvons avoir des nationalités ou des combats différents, il est clair que tout se rejoint, puisque rien ne serait possible sans cette finance occulte, sans cette finance où nous avons prouvé que l'opacité permet l'impunité d'un certain nombre. Donc vous pouvez tous potentiellement être lanceurs d'alerte. Il est très important que vous parliez de ce sujet autour de vous, puisqu'il s'agit à la fois de fonctionnaires d'État, mais aussi de collaborateurs du service, de collaborateurs du privé. Donc un pour tous, tous pour un. On compte sur vous, surtout vous les étudiants qui êtes la génération après la nôtre. Merci beaucoup, à bientôt. Donc voilà pour les témoignages de Stéphanie Gibaud et de Raphaël Allais. Je trouve qu'ils sont source d'information pour vous. Ensuite, je vais conclure en me disant que finalement, quand on fait le tour de la question, on regarde donc aujourd'hui ces gens qui ont lancé des alertes, qui ont diffusé de l'information, qui ont partagé de l'info, qui devaient peut-être parfois ne pas l'être. On a Assange qui vit reclus dans la bassette d'Équateur, on rappelle, on a Snowden exilé en Russie, Chelsea Manning qui va être libéré le 17 mai 2007, qui est condamné depuis 2013, Aaron Swartz, le 11 janvier 2013, retrouvé pendu chez lui, Barnaby Jack, décédé des suites d'une overdose. On en parlait tout à l'heure, d'ailleurs c'est une problématique aussi qui était intéressante concernant les pacemakers, les défibrillateurs, c'est qu'aujourd'hui on peut clairement abattre des gens ou supprimer des gens, c'est facile, voilà, qui portent ce type d'équipement. Ensuite on a Ilia retrouvé mort chez lui, l'autopsie a conclu un suicide. On a Malala qui continue à militer, Richard Stallman, je vous en ai parlé, Ina également, Stéphanie Gibaud et Raphaël Allais. On a vu quelles étaient leurs destinées. Alors pour rappel, moi aujourd'hui, mon domaine d'expertise, c'est la collecte, le traitement, la diffusion de l'information. Je suis journaliste de formation. Donc ces questions-là m'intéressent. Pourquoi? Parce que ça travaille sur le circuit de l'information. Pourquoi alors on appelle ça un simple citoyen parce que c'est dans la loi. La loi appelle ces gens, les lanceurs d'alerte, des simples citoyens. Pourquoi un simple citoyen, aujourd'hui, en arrive à devoir porter la responsabilité de diffusion d'informations aussi importantes et aussi compromettantes? Pourquoi en arrive-t-il finalement à prendre des risques, à changer sa vie? Parce que vivre exilé en Russie, ça peut être sympa, mais quand même Snowden ne voit plus sa famille. Hein.
voilà, il ne peut pas retourner dans son pays. La Russie, c'est peut-être sympa, mais c'est quand même une destinée un peu difficile, quoi. Vivre enfermé dans l'ambassade d'Équateur, c'est aussi, voilà, c'est pas toujours ce qu'on souhaite dans la vie, quoi. Donc, pourquoi aujourd'hui ces gens-là sont-ils obligés de porter cette information-là et de la porter à votre connaissance? Voilà, c'est la question que je soulèverai aujourd'hui, autour de la solitude qu'on a pu voir autour de Raphaël Alès, Stéphanie Givaud, parce que ce sont des gens qui sont, pour le coup, profondément seuls, après avoir permis d'accompagner ou de soutenir un grand nombre de citoyens comme vous. Donc voilà, la question, c'est celle-ci. Pourquoi? Est-ce qu'on ne peut pas aujourd'hui trouver des cadres, des systèmes de sanctions, d'accompagnement, des lanceurs d'alerte? Est-ce qu'on ne peut pas se questionner aussi sur le pourquoi, quelque part, des citoyens sont obligés d'en passer par là? Pour conclure cette conférence, je tiens à la faire en hommage à Aaron Swartz. Aaron Swartz, je ne pense pas vous en avoir parlé encore. Non, je ne vous en ai pas parlé, hein. J'ai eu peur d'avoir doublé l'info. Qui connaît Aaron Swartz? Alors Aaron Swartz, il était un informaticien, il a créé le flux RSS, il a créé le site d'Actu Reddit, le Creative Commons. En 2010, il est devenu chercheur au laboratoire SAFRA de recherche sur la corruption institutionnelle à Harvard. En 2010, il est accusé d'avoir téléchargé 5 millions de documents scientifiques au MIT. Alors que normalement, quand on est au MIT, le jeu, c'est de hacker des choses, quoi. Alors, sauf que là, il a été accusé. Il risquait 35 ans de prison et une amende s'élevant à 1 million de dollars. Le 11 janvier 2013, il a été retrouvé pendu chez lui. Et son procès débutait le mois suivant. Et je pense que la parole de ses parents aujourd'hui, parce que bon, on a tout un mouvement qui accompagne la mémoire de cette personne, ses parents expliquent et disent que la mort d'Aaron Swartz est le résultat d'un système judiciaire criminel où l'intimidation et les poursuites excessives abondent. Les décisions prises par le bureau du procureur du Massachusetts et le MIT ont contribué à sa mort. C'est la parole de ses parents. Je pense qu'il faut aussi qu'elle soit portée à votre connaissance. Voilà. Donc cette conférence, elle est en hommage à ce jeune homme qui s'exprime ici sur la loi, contre la loi SOPA. Donc on va retrouver, on va l'écouter juste quelques secondes parce que c'était en 2012 je crois, et c'était un militant, donc il faisait des conférences pour pouvoir mettre en avant la liberté d'Internet, la liberté d'expression aussi. Donc on va l'écouter vraiment de façon symbolique, une minute. With a phone call. It was September, not last year, but the year before that, September 2010. And I got a phone call from my friend Peter. Aaron, he said, there's an amazing bill that you have to take a look at. What is it? I said. It's called COICA, the Combating Online Infringement and Counterfeiting Act. Oh, Peter, I said, I don't care about copyright law. Maybe you're right, maybe Hollywood is right, but either way, what's the big deal? I'm not going to waste my life fighting over a little issue like copyright. Healthcare, financial reform, those are the issues that I work on. Not something obscure like copyright law. I could hear Peter grumbling in the background. Look, I don't have time to argue with you, he said, but it doesn't matter for right now, because this isn't a bill about copyright. It's not? No, he said, it's a bill about the freedom to connect. Now I was listening. Peter explained what you've all probably long since learned, that this bill would let the government devise a list of websites that Americans weren't allowed to visit. On the next day, I came up with lots of ways to try to explain this to people. I said it was a great firewall of America. I said it was an internet blacklist. I said it was online censorship. But I think it's worth taking a step back, putting aside all the rhetoric, and just thinking for a moment about how radical this bill really was. Sure, there are lots of times when the government makes rules about speech. If you slander a private figure, if you buy it. Voilà pour Aaron. Vous pouvez retrouver ses interventions assez facilement sur Internet. Et son action aussi, et de nombreuses informations sur ce qu'il a été durant sa courte vie, parce qu'il avait votre âge quand il a été retrouvé mort. Donc voilà, merci pour votre attention. Et puis, si vous avez des questions, mon mail c'est sandrine.decembre@gmail.com. Je crois que ce matin, on a une lanceuse d'alerte, normalement, une jeune femme qui est venue
qui s'appelle Josie ou qui devait passer. Je ne sais pas si elle est... Non, je ne la vois pas dans la salle. Parce que pour vous dire que... Tout ça pour vous dire qu'on a des gens qui sont aussi très proches de chez nous et qui font ce travail-là. Voilà. Donc merci beaucoup pour votre attention.